Bonjour à tous et bienvenue dans cet audio du mois de février qui a pour sujet la grande différence entre Marx et le marxisme. Alors, pour commencer cette vidéo, il faut rappeler que Marx est né le 5 mai 1818 à Trèves et est décédé le 14 mars 1883 à 64 ans, donc c'était quand même assez jeune, à Londres. Donc nous allons commencer cette vidéo en essayant de faire au plus simple et au plus clair l'explication de cette différence fondamentale entre Marx et le marxisme. Marx étant l'auteur le plus cité, mais également le moins lu. Évidemment, le portrait qui en est fait sur Wikipédia est loin d'être la réalité, comme toutes les choses sur cette plateforme fernand-attentiste de la pensée conformiste et unique. Alors pour les pros Wikipédia, je vous invite à lire les auteurs pour ensuite en faire votre définition. Parce que Wikipédia, si vous voulez, c'est la pensée unique et c'est très orienté idéologiquement. Donc lisez, faites-vous votre idée par vous-même et arrêtez à chaque fois, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois dans des discussions, on va dire, entre guillemets intellectuelles, où quand j'affirmais ou je posais une question, hop, téléphone portable, Wikipédia et j'ai la réponse. C'est pas comme ça qu'on pense. On pense en lisant plusieurs ouvrages de l'auteur et on se fait une idée par soi-même. Wikipédia n'est pas la vérité. Wikipédia est une idéologie qui circule. Alors vous avez pas mal d'auteurs sur Wikipédia qui sont considérés comme des extrémistes ou des radicaux, d'ailleurs comme l'historienne Marion Sigaud qui a remis en perspective la révolution 1789, mais vu que ce n'était pas une vision conformiste des choses, elle a été classée directement extrême droite. Comme ça au moins ça vous donne pas envie de lire Marion Sigaud, vous voyez, par exemple. Mais bon, revenons à nos moutons. Le sujet c'est Marx et le marxisme. Alors bien évidemment, il y a pas mal d'idées reçues sur Marx en règle générale. Tout est dit, mais tout est pratiquement faux. Pour parler de Marx, donc Marx vivait à Londres dans une misère noire. Marx passait sa vie au British Museum car il ne pouvait pas s'acheter de livres. Ses 3 premiers enfants sont morts de faim et de froid. Il vivait dans une soupente glacée où il mangeait que des pommes de terre et ne pouvait même pas se chauffer. Marx a commencé à vivre quand Engels, dont le père avait une filature à Manchester, a pu commencer à lui envoyer des mandats. Et surtout à la mort du père d'Engels, il lui a quasiment versé une rente, mais c'était seulement les 10 dernières années de sa vie. Il a vécu pendant 40 ans comme un clochard, et l'idée qu'il aurait mis ses enfants également dans des écoles privées n'a aucun fondement, mais aucun fondement historique, sauf celui de détruire, bien évidemment, avec d'autres choses, l'œuvre de Marx. Vers la fin de sa vie, il a eu un petit pavillon qui appartenait au père d'Engels où il a pu vivre, mais de manière très modérée. Nous allons commencer cet audio par une introduction. Comme d'habitude, j'aime bien faire des petites introductions, donc de rappel sur la grande idée aliénatoire. Donc la fausse idée qui traverse tous les courants politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite du capital, qui est une imposture, c'est qu'on peut influencer le pouvoir ou gérer le pouvoir. Mais au contraire, c'est le pouvoir qui nous mange, c'est le pouvoir qui nous trompe. L'idée qui consisterait à croire que l'on peut gérer des systèmes politiques qui gèrent et qui dominent l'argent est une imposture. Les communistes, les néolibéraux, les souverainistes croient tous en cette illusion qu'on peut gérer la marchandise et qu'on peut gérer l'argent. Nous reviendrons sur l'étymologie du mot communisme, parce qu'il y a une différence entre le communisme et l'étymologie et le communisme politique. On ne peut pas gérer l'argent, c'est l'argent qui nous gère. Donc à partir de là, il faut comprendre qu'il existe une rupture radicale entre ce que Marx appelait la critique de l'économie politique, le refus absolu de l'économie politique et de toutes ses aliénations. Par exemple, quand Marx dit non à l'économie, non à la politique et non à la religion, il nous renvoie sur la question des origines de l'être. Alors, concernant les origines, et là je vous demande toute votre attention, il faut remonter simplement à la Grèce de Solon et Clisthène. Pendant des millénaires, ce que montre Marx avec Engels dans les origines de l'État et de la propriété, ce qui fonde la vie, c'est le génos communiste, la souche. En Grèce, j'ai un génos communiste, la souche, où il n'y a pas de propriété privée. Il y a une communauté organique qui, sans État et sans argent, vit le vivre dans le reproduire le vivant. C'est à partir de Clisthène et Solon, suite à tous les mouvements de l'échange qui se mettent en route, le génos va se mettre à exploser et on va créer le fameux démos, qui a donné la démocratie. Le démos, c'est une unité territoriale propriétarisée où l'argent circule. Et on va créer ensuite l'OIKEA, qui est la maison propriétarisée, qui va ensuite donner l'économie et en synthèse la politique, puisqu'on a dessoudé la communauté organique, donc il faut la réunifier avec une force de contrainte.
La communauté organique n'est pas démocratique. La démocratie, c'est le pouvoir de l'argent en mouvement. La démocratie naît en Grèce quand on casse le Ikea organique et qu'on lui substitue le démos propriétarien qui crée simplement la civilisation. Et qu'est-ce que la civilisation? C'est la citoyenneté, c'est le dressage et la génuflexion devant la valeur d'échange. Alors je le reconnais, c'est pas facile à entendre, mais c'est une réalité historique. Alors la deuxième partie de cette vidéo concerne bien évidemment Marx et le marxisme. Alors, le mot communisme a pour étymologie la communauté des hommes. Je le répète, communisme a pour étymologie la communauté des hommes. Marx n'a pas cessé de dire toute sa vie « je ne suis pas marxiste ». Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le capital a cette force absolue et incroyable d'avaler tout ce qui lui conteste. À chaque fois qu'une contestation va naître, le capital la mange et la retourne. Le marxisme est le retournement de l'œuvre de Marx pour en faire une apologie social-démocratique puis bolchevisme du capitalisme d'État. Marx a vu naître la social-démocratie. C'est pour cette raison qu'il dit « je ne suis pas marxiste ». Et en disant « je ne suis pas marxiste », il critique déjà le bolchevisme. C'est-à-dire que pour Marx, il n'y a pas de capitalisme d'État à défendre. C'est non au salariat, non à l'argent, non à l'État. Le plus grand critique des pays capitalistes de la révolution léniniste bolchevisme stalinienne, c'est Marx. Car Marx l'a anticipé en montrant que si effectivement on socialisait autour de l'État, on aliénait dans une forme supérieure, mais on n'émancipait pas l'humain. Marx a fait la critique radicale de l'économie politique, dans ses œuvres qui ont pour objet dans tous les textes fondamentaux, l'idéologie allemande, la critique du programme de Gotha et le Capital, l'abolition du capitalisme et de l'argent et de l'État. C'est pour cela que dans le Capital, il a pour sous-titre « Critique de l'économie politique ». Marx n'a jamais construit une nouvelle économie politique, comme les trotskistes, les libéraux, les sociodécroissantistes, les écolos puristes. Il a produit la première compréhension radicale de la critique absolue de l'économie politique, qui n'est pas une invention de Marx d'ailleurs. Il faut partir d'une idée simple, et que l'on soit bien d'accord. Moi, Benoît Rambaud, je n'ai absolument rien inventé. Je n'ai aucune originalité créative. Je suis seulement un transmetteur d'un savoir qui m'a été transmis par l'accumulation de données historiques qui ont déjà été rédigées. Entre les premiers présocratiques, Héraclite, Parménide et Empédocle, en passant par Engels et Marx, par Guy Debord et Francis Cousin, tout a été fait. Alors pourquoi tout a été fait? Ce n'est pas par le génie de Marx, mais au moment de la grande fracture de la révolution capitaliste de 1789, toutes les impostures explosent. Toute la fausse lecture du monde devient perspectible. Engels et Marx voient tout et prennent tout, non pas parce que c'est des magiciens, mais parce que pour la première fois, les mensonges du monde se déploient dans une universalité absolue. Marx, en tant que représentant des luttes des classes radicales, lutte paysanne de l'Ancien Régime, car tout l'Ancien Régime a été rempli de luttes de classes paysannes qui voulaient abolir l'argent, mais également abolir l'État. Les jacqueries paysannes étaient constamment en ébullition, et quand le capital fait disparaître le monde paysan et l'absorbe dans l'urbanisme, cette saveur radicale et explosive s'est mutée en lutte de classe ouvrière. Ce que montre Marx, c'est ce qu'il défend, ce n'est rien d'autre que le mouvement réel qui, depuis la révolution néolithique, traverse les hommes qui veulent retrouver un vivre humain. Depuis la révolution néolithique, nous avons eu notre vie confisquée par la valeur d'échange en mouvement. Mais nous gardons au fond de nous-mêmes de mille façons possibles à travers une compréhension radicale, mais même à travers un anxiolytique ou un antidépresseur. L'homme qui prend un anxiolytique, il y a deux manières de voir la prise de ce médicament. On peut dire simplement, il prend un anxiolytique. Simplement. Mais on peut voir derrière sa prise, cette soif de vivre. Derrière la dépression, il y a la soif de vivre. Derrière le suicide, il n'y a pas que la volonté de se donner la mort, mais il y a également la volonté d'affirmer la vraie vie. Donc toute cette négativité qui est là, elle dit aussi une positivité radicale. Depuis la révolution néolithique, encore une fois, l'homme ne vit plus sa vie progressivement. La valeur d'échange s'est emparée du monde et nous sommes aujourd'hui à l'apothéose du fétichisme de la marchandise. Lire Marx est complètement d'actualité en ce moment. Cela nous permet de structurer une pensée autour d'une analyse structurelle des rapports sociaux de classe, mais aussi de sexe et éventuellement d'autres rapports sociaux. L'originalité de la notion, c'est de penser les luttes de classe en lien avec la réalité économique et sociale. De ce point de vue, on voit aujourd'hui que les mobilisations, qui sont nombreuses, correspondent à ce refus. Par certaines catégories sociales politiques néolibérales ultra-violentes, qui sont contraires au bien commun et qui mettent aux prises des catégories sociales diverses, avec d'un côté des salariés
qui sont l'énorme majorité de la population, et de l'autre, une organisation de privatisation de l'État social qui permet à une petite fraction de la société d'accroître ses propres profits contre l'intérêt général. Après, on peut tout à fait accepter que 1% de la population mondiale détienne les richesses de 99 autres pourcents. Donc cette notion de lutte de classe reste d'une grande actualité, voire reprend des couleurs. Marx, à sa manière, s'intéresse à la cause des femmes également. Même s'il n'existe pas de mouvement féministe à l'époque, sa réflexion sur la question des femmes est très intéressante, et notamment des femmes prolétaires. Question mise en touche par les mouvements féministes actuels, plus axés sur les postes ministériels, hauts fonctionnaires ou dirigeantes des multinationales, laissant la question de la caissière de la femme de ménage derrière sa caisse ou son balai. On est simultanément dans une position de sexe ou une position de classe. Le propre de Marx, dans l'analyse de la réalité historique, c'est d'analyser les contradictions sociales et politiques de manière radicale. C'est au niveau de ces contradictions qu'il est possible de transformer la réalité à terme, telle qu'il le souhaite lui et un certain nombre d'entre nous. Faut pas se mentir. Transformer ce monde pour revenir à la valeur humaine et non à la valeur marchande. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Sachez que vous pouvez prendre rendez-vous via mon site internet sur Crénolib. Et la prochaine vidéo sera axée sur Rosa Luxembourg. Merci, au revoir. Et félicitations à ceux qui ont écouté la vidéo dans son intégralité.